Mesdames et messieurs, aujourd'hui, avec mon collègue, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, M. Abbas Araghchi, nous avons mené des négociations approfondies qui ont confirmé notre volonté commune d'atteindre de nouveaux résultats positifs dans nos relations bilatérales, ainsi que dans notre coopération sur la scène internationale. Ces échanges s'inscrivent dans le prolongement des accords conclus entre nos présidents et font suite à ma visite à Téhéran en février dernier. Nous partageons véritablement une même appréciation. Les relations russo-iraniennes revêtent un caractère résolument particulier. Ce caractère reflète pleinement l'esprit de partenariat stratégique global. Ce partenariat poursuit son développement dynamique, et ce, malgré la situation extrêmement complexe qui prévaut dans la région et dans le monde, ainsi que malgré les tentatives de pression exercées sur nos deux pays dans le but de freiner le développement tant de l'Iran que de la Fédération de Russie. Le 8 avril, la Douma d'État a ratifié le traité de partenariat stratégique global entre la Fédération de Russie et la République islamique d'Iran. Ce traité avait été signé lors de la visite du président Pezeshkian en Fédération de Russie en janvier dernier. Le 16 avril, la loi de ratification a été approuvée par le Conseil de la Fédération. Nous sommes convaincus que l'entrée en vigueur de ce document historique exercera une influence très positive sur notre coopération dans tous les domaines, tant sur le plan bilatéral qu'au niveau international. Notre dialogue politique est particulièrement intense. Ces derniers mois, nos présidents se sont rencontrés à 3 reprises. En octobre à Ashgabat, à l'occasion du Forum international Interconnexion des temps et des civilisations. Également en octobre à Kazan, en marge du sommet des BRICS. Et enfin, comme je l'ai mentionné, le 17 janvier, lors de la visite officielle du président iranien en Fédération de Russie. Aujourd'hui, dans la continuité des échanges qui ont eu lieu hier au Kremlin, lorsque le président Poutine a reçu Monsieur le ministre, nous avons accordé une attention particulière à plusieurs questions concrètes de l'agenda international. Mais nous nous sommes surtout concentrés sur les relations bilatérales, notamment sur les liens commerciaux et économiques. Notre commerce bilatéral affiche une dynamique positive. En 2024, il a connu une croissance de plus de 13% et a pratiquement égalé le niveau record atteint en 2022, soit environ 5 milliards de dollars. Cette tendance à la hausse se poursuit, et cela malgré les sanctions sévères déjà mentionnées, imposées par l'Occident à l'encontre de la Fédération de Russie et de la République islamique d'Iran, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies, des règles de l'Organisation mondiale du commerce et d'autres accords internationaux. Nous avons passé en revue les préparatifs de la prochaine 18e session de la Commission intergouvernementale sur la coopération commerciale et économique qui se tiendra à Moscou du 23 au 25 avril. Il y sera question des enjeux clés liés à notre coopération bilatérale dans les domaines des infrastructures, de la logistique et des investissements, y compris la mise en œuvre du projet phare de la centrale nucléaire de Bushehr, ainsi que le projet de construction du tronçon ferroviaire Rasht-Astara financé par un crédit russe. Ce dernier s'inscrit dans le cadre du corridor international de transport Nord-Sud, lequel revêtira une importance capitale pour l'expansion rapide des échanges commerciaux, économiques et autres dans notre région commune. Nous sommes convenus d'accélérer la mise en œuvre des accords existants afin de créer les conditions propices à une réalisation efficace et complète de ces 2 projets. Nous avons également soutenu l'intensification des relations d'affaires, convaincus que l'accord de libre-échange entre l'Union économique eurasiatique et la République islamique d'Iran, qui entrera en vigueur le 15 mai prochain, y contribuera largement. Cet accord favorisera non seulement l'expansion des échanges commerciaux, mais aussi la mise en place de procédures simplifiées pour le commerce mutuel. Nous avons mené un dialogue constructif sur les questions internationales d'actualité. Nous partageons une position commune sur la nécessité, pour tous les États, de respecter le droit international, en particulier les principes de la Charte des Nations Unies, dans leur intégralité et dans leur interdépendance, et non de manière sélective, comme le font très souvent nos collègues occidentaux. Nous sommes naturellement désireux de renforcer le groupe des amis en défense de la Charte des Nations Unies, créé il y a quelques années. Ce groupe élabore des documents de position diffusés à l'Assemblée générale et dans d'autres instances de l'Organisation des Nations Unies. L'un des sujets essentiels abordés aujourd'hui a été la lutte contre les mesures coercitives unilatérales, illégales et destructrices. Ces mesures ne créent pas seulement des difficultés pour les pays ciblés, mais engendrent encore plus de problèmes pour les États qui les imposent eux-mêmes,
ainsi que pour le commerce international, car elles restreignent fortement la liberté de concurrence et sapent les autres principes fondamentaux sur lesquels repose l'Organisation mondiale du commerce et les autres structures régissant l'économie mondiale. Nous sommes convenus de poursuivre un travail concret et approfondi sur l'ensemble de ces questions. En plus des efforts que nous déployons au niveau politique dans le cadre des Nations Unies et d'autres structures multilatérales, nous continuerons bien entendu, sur le plan bilatéral, à œuvrer pour atténuer, voire neutraliser totalement, les effets des sanctions illégales qui nous sont imposées. Nous avons la pleine conviction que nous y parviendrons. Nous avons également décidé d'intensifier notre coopération dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, et des BRICS. Nous avons eu un échange substantiel sur le plan d'action global commun relatif au programme nucléaire iranien. Nous partageons une même position. La décision prise par Washington en 2019 de démanteler ce plan a eu des conséquences très négatives sur l'atmosphère des négociations. Néanmoins, nous saluons la volonté, que nous percevons de manière claire, d'aboutir à des accords objectifs et mutuellement acceptables, notamment ceux en cours de discussion entre la République islamique d'Iran et les États-Unis d'Amérique. La Russie est évidemment prête à contribuer à ce processus et soutiendra résolument tout accord tenant compte des intérêts légitimes de l'Iran. Nous avons également comparé nos points de vue sur d'autres dossiers de politique internationale, notamment la situation dans les territoires palestiniens, qui suscite une vive inquiétude, ainsi que l'évolution des événements en République arabe syrienne à la suite du changement de pouvoir intervenu en décembre, et plus généralement la situation au Moyen-Orient. Naturellement, nous poursuivons également notre coopération au sein du groupe des 5 de la mer Caspienne, ainsi que sur les questions relatives au Caucase du Sud. Je considère que nos discussions ont été utiles, opportunes, et qu'elles contribueront à la mise en œuvre des accords fondamentaux conclus par nos présidents. Je resterai en contact permanent avec mon collègue. Je vous remercie. Je pense que mon cher collègue, M. Lavrov, a déjà exprimé l'essentiel. Je confirme pleinement tout ce qu'il vient de dire. Je souhaiterais simplement ajouter quelques éléments. Tout d'abord, j'adresse mes remerciements au gouvernement russe pour l'organisation de cette visite et pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé. Les négociations ont été très fructueuses et très importantes, notamment celles tenues avec le président de la Fédération de Russie, M. Poutine. J'ai remis un message écrit du guide suprême de la République islamique d'Iran au président de la Russie. Ce message est de la plus haute importance. Il couvre de nombreux domaines de notre coopération et fait également référence à des enjeux régionaux et internationaux cruciaux. L'entretien que j'ai eu avec le président russe a été très bon, utile et constructif. Cet échange témoigne du fait que nos relations avec la Russie sont sur la bonne voie. Je dirais même que jamais, dans toute l'histoire de nos relations bilatérales, celle-ci n'avait atteint un tel niveau. C'est une situation sans précédent. Nous assistons aujourd'hui à une véritable dynamique dans notre coopération. Nous constatons que la direction politique de la Russie joue un rôle clé sur de nombreux dossiers bilatéraux, régionaux et internationaux. Nos échanges de vues couvrent un large éventail de sujets et ils sont toujours menés de manière approfondie et efficace. Concernant nos discussions avec M. Lavrov, nous avons abordé une large gamme de questions. Depuis la signature du traité de partenariat stratégique global, les relations entre la Russie et l'Iran ont franchi un nouveau cap qualitatif. Ce traité donne une perspective de long terme à nos relations et montre au monde entier que nous avançons dans une direction prometteuse fondée sur une coopération durable. Les événements et décisions qui jalonneront ce chemin seront d'une grande importance. La décision commune de la Russie et de l'Iran s'inscrit dans une logique stratégique. Nous y resterons fidèles et progresserons dans toutes les directions. Ce traité de partenariat stratégique global a été approuvé et ratifié par la Douma d'État. Nous nous en félicitons. La ratification par le Parlement iranien, le Majlis, interviendra très prochainement. Quant à l'accord de libre-échange entre l'Union économique eurasiatique et l'Iran, celui-ci deviendra contraignant dans les tout prochains mois. Il est certain que notre commerce mutuel s'en trouvera stimulé. Cela soutiendra également notre commerce actuel avec la Fédération de Russie. Comme l'a souligné M. Lavrov, nos échanges commerciaux connaissent une croissance rapide. Et cet accord de libre-échange leur donnera une impulsion supplémentaire. Dans le cadre des organisations internationales, à l'ONU, à l'AIEA, en particulier au sein des BRICS, de l'Organisation de coopération de Shanghai,
OCS, ainsi que de l'Union économique eurasiatique, UA, nous entretenons une coopération étroite. Nous agissons conformément à nos intérêts communs. L'année dernière, la Russie assurait la présidence des BRICS. Ce fut une présidence couronnée de succès. De nombreux événements et réunions importants ont eu lieu. Un très grand nombre de délégations iraniennes se sont rendues en Russie. Nous estimons que la présidence russe des BRICS a représenté une période particulièrement fructueuse pour ce groupement. Nous espérons que cette année, la présidence actuelle exercée par la Russie permettra de poursuivre les travaux amorcés par la partie russe. La semaine prochaine se tiendra une réunion de la Commission intergouvernementale de coopération commerciale et économique. Le ministre du pétrole d'Iran y participera. Tous les organismes et institutions iraniennes impliquées dans la coopération avec la Russie prendront part à cette réunion, y compris des représentants de grandes entreprises. Je prévois que la délégation comptera environ une centaine de personnes, composées à la fois de représentants des pouvoirs publics et du secteur privé. Il existe évidemment un projet stratégique majeur, le corridor de transport international Nord-Sud, ainsi que plusieurs projets dans le domaine de l'énergie qui font partie intégrante de notre coopération. Tous ces sujets sont traités de manière active et rapide. Le président de la République islamique d'Iran, M. Pezeshkian, a invité le président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, à effectuer une visite bilatérale en Iran. Nous espérons qu'au cours de l'année 2025, cette visite aura bien lieu. Nous comptons sur la fixation de dates appropriées afin de permettre son organisation. Aujourd'hui, avec M. Lavrov, nous avons abordé plusieurs dossiers régionaux, notamment la situation en Palestine et les crimes commis dans la bande de Gaza. Nous regrettons profondément que ce génocide se déroule dans le silence total des pays occidentaux. Toute tentative d'expulsion de la population de Gaza est à nos yeux absolument inacceptable. Tous les moyens légaux disponibles doivent être mobilisés pour parvenir à l'établissement d'une paix juste en Palestine. Nous avons également échangé sur la situation en Syrie, dans le Caucase, évoqué les enjeux liés à la mer Caspienne, ainsi que le dossier afghan. Nous avons aussi tenu un échange à propos du Yémen. Les événements en cours au Yémen et l'implication des États-Unis dans ces événements font l'objet de notre condamnation. Nous espérons que ces actes criminels cesseront à l'encontre du peuple yéménite. Enfin, nous avons tenu une discussion approfondie sur la question nucléaire et sur les négociations en cours entre l'Iran et les États-Unis. J'ai informé M. Lavrov du déroulement et du contenu de ces pourparlers, des thèmes qui y sont abordés, et nous avons souligné le rôle important et constructif joué par la Russie dans les accords passés relatifs au plan d'action global commun, PAG. Nous espérons que la Russie continuera à jouer un rôle actif dans tout futur accord éventuel. M. Lavrov m'a assuré que cet engagement se poursuivrait. De notre côté, nous nous engageons à tenir régulièrement informés nos partenaires russes et chinois de l'évolution des négociations. En ce qui concerne la sincérité des intentions américaines, nous nourrissons de sérieux doutes à leur sujet. Demain, nous participerons avec toute la gravité, la conviction et la volonté nécessaires aux négociations visant à trouver des solutions en faveur d'une issue pacifique à la situation iranienne. Les demandes qui seraient irréalistes ne feraient que réduire les chances d'aboutir à un accord. Question. Précédemment, les médias américains ont rapporté que le président américain, D. Trump, avait demandé au président russe, V.V. Poutine, de servir d'intermédiaire lors des négociations avec l'Iran. Cette option est-elle actuellement discutée et quel format de deal Moscou considère-t-il comme le plus acceptable en matière de sécurité régionale? S.V. Lavrov, j'ai mentionné dans mon discours introductif que nous sommes prêts à aider, à jouer un rôle de médiation, à prendre toute fonction qui, du point de vue de l'Iran, serait utile et acceptable pour les États-Unis. Nous partons du principe que la seule option de compromis, comme l'a dit tout à l'heure le ministre, est celle qui concerne exclusivement les questions nucléaires. Je tiens à souligner que la République islamique d'Iran est pleinement disposée à chercher cet accord dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. C'est un point fondamental que doivent prendre en compte ceux qui tentent de surcharger les négociations avec des questions n'ayant rien à voir avec les affaires nucléaires et créer ainsi une situation risquée. Question. Nous sommes heureux de vivre dans les conditions créées après la signature du grand accord entre la Russie et l'Iran. Et dans ces conditions, où les dirigeants des deux pays ont déclaré que leurs relations sont devenues un partenariat stratégique. J'aimerais savoir comment se déroule la simplification des exigences en matière de visa pour les touristes et autres catégories de citoyens. S.V. Lavrov. Avant l'accord,
une série de mesures ont été prises pour faciliter le régime de visa pour certaines catégories de citoyens. De plus, la République islamique d'Iran fait partie des nombreux pays pour lesquels a été introduite l'année dernière la procédure de visa électronique. C'est une procédure maximisée et simplifiée. En outre, nous prenons actuellement des mesures supplémentaires pour certains documents, y compris pour libérer complètement les membres du personnel diplomatique, ainsi que les détenteurs de passeports de service, des formalités liées au visa. Un projet d'accord sur les voyages touristiques sans visa pour les citoyens de la Russie et de la République islamique est en phase finale. Je souligne que tout cela a été lancé bien avant la signature de l'accord et avant qu'il ne soit entré en vigueur. Mais ce qui est certain, c'est que le partenariat stratégique ouvre des possibilités supplémentaires pour les contacts entre les peuples et que nous nous efforcerons de rendre ces contacts aussi confortables que possible sur la base de la réciprocité.